formé à la Sorbonne et au musée de l'Homme, où on nous expliquait qu'en Afrique, il y avait 700 ethnies qui correspondaient à autant de langues. Alors j'ai travaillé dans une région, dans le sud-ouest du Mali, nord-est de la Guinée et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et j'ai travaillé sur plusieurs populations, Peul, Bambara, Malinké, Sénoufo, Minyanka. Et peut-être vous venez de cette région d'ailleurs, je ne sais pas, oui, bien sûr. Et donc, ce dont je me suis rendu compte, si vous voulez, c'est qu'un peu comme Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient », ben, on ne naît pas Peul, Bambara, Malinké, Sénoufo, Minyanka, mais on le devient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient Peul, et qui en fait avaient des ancêtres sénoufos, puis l'un de leurs descendants devenait malinké. Enfin bref, il y avait des changements d'identité constants. Bon, on ne changeait pas d'identité comme de chemise, hein, bien sûr, mais ça se faisait sur plusieurs générations. Donc ces changements d'identité ethnique étaient aussi liés, accompagnés de changements de statut. Par exemple, des esclaves pouvaient intégrer à la classe noble, des gens de caste pouvaient également, des forgerons, des griots, pouvaient devenir nobles, etc. Enfin, évidemment, sous une forme, enfin, dans des cadres de relations de clientèle. Donc, si vous voulez, contrairement à tout ce qu'on m'avait appris, moi, bon, puisqu'on mettait l'accent sur la tradition de l'Afrique, on ne parlait même pas d'Afrique précoloniale à l'époque, d'ailleurs, parce que les feux d'Afrique n'avaient pas d'histoire, mais disons, on mettait l'accent sur la perpétuation de la tradition, confrontée à la modernité occidentale, c'est-à-dire à la colonisation. Or, moi, je me suis rendu compte précisément que ces sociétés que j'avais étudiées étaient dotées d'une historicité profonde, c'est-à-dire qu'elles avaient subi des changements au cours des siècles, avant l'arrivée du colonisateur européen. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que bon, les ethnies n'existent pas, je dis simplement que c'était des ensembles flous, labiles, etc. Mais je ne dis pas qu'il y ait eu des revendications identitaires, Peul, Bambara, Malinké, etc. Pour ce qui concerne l'Afrique, c'est la même chose. L'Afrique, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que l'Afrique est un signifiant variable qui peut être approprié de bien différents, en se référant à des feuilletons télévisés comme Chaka Zulu, ou bien en empêcher une identité africaine sur Internet. Vous voyez ? Donc c'est ça aussi le sens des branchements et de la torsion des signifiants globaux en signifiés particularisme. Alors pour les chasseurs, moi j'ai le plus grand respect pour les sociétés de chasseurs que j'ai côtoyées quand je travaillais, parce qu'au Wassoulou où j'ai travaillé, il y avait des chasseurs, évidemment, avec les Donsongoni, etc. Alors, mais bien sûr, mais si vous voulez, Sundiata, il a existé, c'est sûr. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur lui, quoi. Je veux dire, bon, donc on peut dire qu'il était chasseur, qu'il a été initié. Bon, en fait, ces traditions orales, ces gestes, ces épopées, l'épopée de Sundiata, pour moi, c'est beaucoup plus. Mais d'ailleurs, on pourrait généraliser, si vous voulez, sont beaucoup plus l'expression d'une théorie politique, d'une théorie du pouvoir mandingue, ou enfin ouest-africaine, etc. Mais ça ne disqualifie pas pour autant ces textes, parce que l'histoire telle qu'on la pratique en Occident aussi, contrairement à ce que croyaient ceux qui défendaient une position objectiviste de l'histoire, c'est aussi des théories, du pouvoir. L'histoire, c'est pas quelque chose d'objectif, si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas de dire bon, les Africains sont dans l'idéologie, sont dans la tradition, sont dans l'obscurité, et les Européens sont dans la lumière. Ils ont apporté la lumière aux Africains. C'est pas ça que je veux dire. Non, il y a des choses qui sont communes, et c'est ça qu'il s'agit de mettre en évidence. Les commonalities, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et voilà un exemple d'ethnie totalement fabriquée. Les gens qui se sont entretués parlaient exactement la même langue, avaient la même religion, s'étaient mariés entre eux, mais il y a eu cette construction fantasmagorique de l'idée selon laquelle les Tutsis, eux, seraient venus d'ailleurs, d'Éthiopie ou même de plus loin, et que les Hutus étaient des populations autochtones. Voilà une manière que la fabrication de l'ethnie a eu de devenir ce que Amin Maalouf appelle les identités meurtrières. Et l'indistinction pourtant entre Hutu et Tutsi était telle que ceux qui, armés de machettes, avaient décidé de tuer les autres étaient obligés de leur demander leur carte d'identité parce que, paradoxalement, voilà un pays qui s'était construit sur l'ethnicité, qui avait fabriqué de l'ethnicité et qui avait marqué l'ethnicité sur des cartes d'identité. C'est la raison pour laquelle les conséquences
morale et ethnique et éthique, intéressant, et éthique de cette fixation sur l'ethnie, il faut toujours se rappeler la tragédie du Rwanda et le génocide des Tutsis pour effectivement aller dans le sens de ce que dit Jean-Louis Ramsel et comprendre qu'il s'agit là d'ensemble flou. Évidemment, il y a des marqueurs ethniques. Moi, le Sénégal a la chance d'avoir une majorité d'ethnie, d'une ethnie Wolof, qui justement est majorité simplement parce que ce n'est pas une ethnie. On est Wolof au Sénégal quand on n'est plus rien de précis. C'est-à-dire que quand c'est la seule langue que l'on parle, c'est le Wolof. C'est une ethnie non ethnique, totalement ouverte, et ça c'est une richesse extraordinaire, et c'est important parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait barrage aux identités meurtrières. Ce monde décolonisé est un monde donc qui est en train de se désoccidentaliser. Mais, dit-il, il se désoccidentalise, cela veut dire aussi que c'est un monde désorienté. Bon, il joue bien sur Occident et Orient. Il dit, dans ce cas-là, on va se retrouver avec une sarabande de cultures innombrables, chaque culture ne se justifiant que dans son contexte propre. Voilà la figure véritable du fragment et des insularités. Vous avez des îles, les cultures deviennent des îles, effectivement, qui ne communiquent pas, et chacune ne se justifie que dans son contexte propre. Il semble, à ce moment-là, que ce qui s'est perdu, c'est l'universel. La possibilité de l'universel se serait perdue avec une sorte de désoccidentalisation du monde. Or, la question qui serait une question naturelle à poser, c'est est-ce qu'il y avait, avant la désoccidentalisation ou la décolonisation, une espèce d'universel qui coulait de source et qui pouvait s'écouler comme un long fleuve tranquille, et la décolonisation serait venue remettre en question cet universel-là? Non. On avait des langues impériales, des énoncés impériaux, et il fallait s'aligner. Il est quand même intéressant qu'un philosophe dise si on désoccidentalise, c'est qu'on est également désorienté. Or, ma position consiste à dire au contraire. Gardons ferme l'universel parce qu'il y va de notre humanité, de notre capacité de vivre ensemble selon effectivement des principes universels. Mais nous sommes au contraire dans le monde dit post-colonial, c'est la première fois que la question de l'universel est posée sérieusement parce qu'elle est posée par des cultures équivalentes et des langues équivalentes. C'est une question qui est posée en nous obligeant à partir de la pluralité de faits, ce qu'on appelle le multiculte et en pinçant les lèvres, eh bien, il y a une pluralité de faits et c'est de cette pluralité-là désormais qu'il faut partir pour avoir cette exigence de l'universel. C'est la première fois, je constate, que l'on pose sérieusement la question de l'universel. Pourquoi la question ne se posait pas? Parce qu'il y avait des nations qui étaient naturellement universelles, qui parlaient l'universel naturellement, donc leur langue était naturellement particulière. Comme a dit joliment Paul Valéry, nous autres Français avons la particularité d'être universels. C'est très bien. Mais une fois qu'on a perdu cette espèce d'Éden de l'universel qui se confondrait avec certaines langues et certains pays, que fait-on pour l'universel en partant du pluriel des langues, de l'épaisseur empirique des langues? Le premier philosophe qui pose sérieusement cette question, c'est Merleau-Ponty. J'ai dit Bergson post-colonial pour m'amuser dans un titre, provoquer un petit peu. Mon prochain sera Merleau post-colonial. Mais non, sans rire. Qu'est-ce que cela veut dire? Merleau-Ponty dit la chose suivante. Husserl ne peut plus considérer qu'il peut embrasser l'expérience humaine en faisant varier la sienne propre, c'est-à-dire s'installer dans l'universel et dire les autres humanités ne seront qu'une variation de cela. Il va falloir se coltiner avec l'épaisseur empirique des langues. Et dit Merleau-Ponty, il faut apprendre des langues. Il faut apprendre à se décentrer. Il faut apprendre à confronter, dit-il, et c'est le langage de l'époque, ce n'est pas encore un langage après 60 ou 68, le point de vue de l'indigène, le point de vue de l'administrateur colonial et les malentendus possibles entre eux. C'est pour cela, et c'est Merleau-Ponty qui utilise cette expression d'universel de surplomb qu'a utilisé tout à l'heure Jean-Louis Ramsel.
Merleau-Ponty dit, nous sommes à une époque où à l'universel de surplomb, un universel où une culture ou une langue impériale donnerait le là et demanderait à toutes les autres de s'aligner sur elle, ce serait la figure de l'orientation, s'orienter sur, eh bien, à cette époque-là, nous allons substituer un universel latéral, un universel horizontal, un universel où des cultures équivalentes vont conspirer ensemble à le produire. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure dans notre échange, j'ai terminé en disant que l'universel à la recherche duquel j'étais et sur lequel j'estime qu'il faut s'appliquer, auquel il faut s'appliquer, c'est l'universel de traduction. Parce que justement, la relation entre des langues, ça s'appelle une traduction. Je donne simplement un exemple. Il y a des événements universels de cette nature-là. 68, mai 68. Mai 68 s'est passé à peu près partout, selon des modalités très différentes. Il y a un mai 68 malgache, un mai 68 sénégalais. Alors, les mai 68 ne se sont pas tous passés en mai. Ils ne sont même pas tous passés en 68. Mais le mai 68 de Columbia, etc. Sans qu'on puisse dire qu'il s'est agi pour un centre qui a décidé on va faire mai 68, de donner le là à d'autres centres. Il y a un mouvement qui fait qu'une jeunesse mondialisée, qui se ressemble, qui partage des universaux, des commonalities, as my neighbor just said, qui a ces mêmes commonalities, confrontés à des problèmes qui sont les mêmes, à un monde qui est le même, ont des éruptions qui sont à peu près les mêmes et qui sont comparables. Mon amie Françoise Blum vient de produire un magnifique texte justement sur ces mai 68, où on montre que ces mai 68 peuvent être considérés comme les traductions les uns des autres, sans qu'il y ait un texte original. Personne n'a produit le texte original dont les autres seraient des adaptations ou des traductions. Voilà un monde de traduction sans texte originel traduit. Voilà une figure de ce que j'appelle cet universel latéral, et nous vivons à l'époque de l'universel latéral. Donc, dire que les études postcoloniales, encore que je ne sache pas véritablement de quoi il s'agit, il y a à boire et à manger dans les études postcoloniales, mais que les études postcoloniales, c'est la perte de l'universel, c'est la perte de la science, au contraire, c'est dans le postcolonial que pour la première fois, on a enfin posé sérieusement la question de l'universel, parce que vous ne pouvez poser cette question que s'il n'y a plus la prétention d'une culture déterminée ou d'une langue déterminée à être l'impérium qui va dicter l'universel au reste de l'humanité. Senghor, justement, disait, mettez deux cultures en présence l'une de l'autre, elles se combattent souvent, elles se métissent toujours. Avant même de parler des jeunes des banlieues, que ce soit matinée d'arabe, etc., évidemment, c'est un aspect, mais prenons un aspect un peu plus important, un peu plus majeur, qui est simplement que l'art moderne est le signe d'un devenir africain du monde. Comme il y a un devenir européen du monde, il y a eu un devenir africain du monde. Quand Picasso, en 1906, après sa période dite bleue, se met à chercher, il cherche et il ne sait pas quoi. Et brutalement, quand il finit les Demoiselles d'Avignon, il décide de remplacer les têtes des femmes de ces Demoiselles d'Avignon par des masques africains. Il était collectionneur de masques. Ces masques n'avaient pas trouvé leur chemin dans sa peinture jusqu'à ce moment-là. Non pas qu'il ait fait une imitation quelconque ou une influence, c'est parce qu'il était ce à la recherche de quoi il était, lui a été indiqué par les masques dont il était collectionneur et les objets d'art auxquels il rendait visite au musée du Picasso, le musée de l'homme, ce qui est devenu le musée de l'homme, le musée de la place Trocadéro, voilà, du Trocadéro. Eh bien, et ça a donné une direction à l'art du XXe siècle, pour ne pas parler de la musique. Alors là, ça devient encore plus évident, évidemment. Et aussi, n'en déplaise à M. Sagnol, le football français, qui a ces magnifiques brutes noires, un peu indisciplinés, mais enfin, si on met quelques nordiques, le nombre de nordiques qu'il faut, on arrivera quand même à construire une équipe et à... Merci. Bon. Et alors, finissez votre... Alors, la question qui m'était adressée, je suis désolé d'avoir... Immanuel Wallerstein, ce sociologue Immanuel Wallerstein, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle quelque chose d'universalisme européen. Bref, son ouvrage consistait à dire, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai essayé de dire, il est temps
d'en finir avec un universalisme qui n'en était pas un, afin d'aller vers un universalisme vraiment universel. Et paradoxalement, cet homme trouve que la direction à prendre dans ce cas-là, c'est celle du propos symbolique, un rendez-vous du donner et du recevoir. Et il dit c'est dans cette direction-là qu'il nous faut chercher. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, ce n'est rien d'autre que ce que nous avons dit. L'idée que les cultures ou les langues ne sont pas des insularités, mais qu'il y a des devenirs qui les traversent. Il y a un devenir africain du monde, il y a un devenir européen du monde, il y a un devenir chinois du monde, devenir indien, etc. Vive les devenirs. Approfondir le particulier, c'est ce qui a fait d'ailleurs que Césaire avait démissionné avec fracas du Parti communiste. Jean-Louis Amstel rappelait au début de notre entretien que la gauche avait un certain problème avec l'universel. Eh bien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le fait que Césaire ait démissionné du Parti communiste parce qu'il estimait justement que cet universalisme de gauche, qui estimait que la révolution prolétarienne, la classe universelle, c'est le prolétariat. Il suffit que la classe universelle fasse l'histoire pour que tout le monde se retrouve émancipé du jour au lendemain. Eh bien, ça n'arrangeait pas les affaires de Césaire. Il disait le fraternalisme communiste, au fond, ne vaut pas mieux que le paternalisme colonialiste quand il s'agit de dire « Attendez, l'universel prend en charge tout et votre particularité se retrouvera dans cet universel. » Il ne s'y retrouvait pas à tous les sens du mot. Raison pour laquelle il estimait qu'il n'est d'universel que par creusement du particulier, ou encore ce que j'ai essayé d'articuler comme étant la notion de traduction et d'universalité latérale.